vous propose de réfléchir sur un thème qui est un thème sans doute peu abordé, mais qui est évidemment extrêmement important, qui est tout simplement la question suivante: comment la participation de la République française à l'Union européenne, qui est inscrite noir sur blanc dans l'article 88-1 de la Constitution, comment cette participation de la République française influe-t-elle sur le contenu même de la Constitution et sur l'exercice par les pouvoirs publics, président, gouvernement, parlement, de leurs propres compétences. Autrement dit, je vous propose de nous intéresser à l'européanisation de la Constitution. Et il y a ici des choses qu'il faut absolument connaître. En tout cas, il y a quelques éléments qu'il faut absolument faire passer à nos étudiants, parce que c'est évidemment quelque chose de très important. Alors, je vous propose deux temps de réflexion. Tout d'abord, l'européanisation du contenu de la Constitution. Et puis, dans un second temps, nous verrons l'européanisation des compétences des pouvoirs publics, telles que nous les avons vues au début de cette intervention. Tout d'abord, l'européanisation de la Constitution. Oui, première remarque, il y a un titre de la Constitution qui est entièrement consacré à l'Union européenne. C'est même son titre. De l'Union européenne. C'est le titre 15. Ce titre a été inséré dans la Constitution en 1992 lors de la révision de la Constitution du 25 juin, préalable à la ratification du traité de Maastricht. C'est en 1992 que pour la première fois notre Constitution, en quelque sorte, a été modifiée pour faire apparaître cette participation, alors que, vous le savez tous, la construction européenne en tant que telle a débuté bien avant la Ve République, puisqu'elle a débuté en 1951 par la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont la France est l'un des États fondateurs. Mais il a fallu attendre 1992 pour que dans la Constitution, cette participation figure. Ça, c'est un premier point. Comment explique-t-on l'apparition de ce titre, qui aujourd'hui compte pas moins de 7 articles, les articles 88-1 à 88-7. Qu'est-ce qui explique l'avènement de ce titre? Eh bien, c'est tout simplement le processus qui s'est engagé à partir des années 1970 de contrôle de constitutionnalité des traités internationaux et plus particulièrement des principaux traités européens qui ont scandé les grandes étapes de la construction européenne. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le constituant de 1958, notamment Michel Debré, a imposé que figure dans notre Constitution l'article 54. L'article 54 prévoit la possibilité pour le président de la République, le Premier ministre, les 2 présidents des assemblées ou 60 députés ou 60 sénateurs, de déférer au Conseil constitutionnel un engagement international, c'est-à-dire un traité, pour s'assurer que celui-ci n'est pas contraire à la Constitution. Si le traité est déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ce traité ne peut pas être ratifié par la France. Il ne peut pas être ratifié par la France. La seule façon de ratifier quand même le traité, c'est de supprimer la contrariété entre la Constitution et le traité. Il y a 2 hypothèses. Soit vous révisez la Constitution, soit
vous renégociez le traité. Or, notamment en matière européenne, il est moins compliqué de réviser notre Constitution nationale que de renégocier un traité à 6, à 12, à 15, à 27. Donc c'est par le mécanisme, si vous voulez, qui a conduit le président de la République, parce que c'est le président de la République qui, 9 fois sur 10, a saisi le Conseil constitutionnel d'un traité. C'est le président de la République qui a saisi le Conseil constitutionnel des principaux traités, Maastricht, notamment en 92, puis les traités successifs, jusqu'au traité de Lisbonne, le dernier en date, en 2007. Et le Conseil constitutionnel, bien sûr, a eu à se prononcer dans des décisions de portée juridique contraignante sur ces traités. Et compte tenu, évidemment, des progrès considérables de la construction européenne qui ont conduit à imposer, sous réserve qu'ils les acceptent bien sûr, des transferts de compétences des États à l'Union, le Conseil constitutionnel, depuis 1992, et pour pratiquement tous les traités européens qui lui ont été déférés, a toujours conclu au fait que ces traités étaient contraires à la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'ils violaient notamment, mais pas seulement, les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que ces dispositions des traités européens, compte tenu de leur caractère d'intégration, exigeaient de la part des États membres soit une réduction de leurs compétences, soit même des transferts de compétences des États aux institutions de l'Union européenne. Prenons un seul exemple, bien sûr, l'euro. C'est-à-dire le fait que les États membres non seulement abandonnent leur monnaie nationale, mais sacrifient leurs compétences monétaires au profit d'une compétence exclusive de l'Union européenne à travers la Banque centrale européenne. Donc, si vous voulez, tous les traités européens qui ont été déférés au Conseil constitutionnel, les traités relatifs à la construction communautaire de l'Union européenne, ont été finalement à un titre ou à un autre, mais surtout au titre de la violation des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, déclarés contraires à la Constitution par le Conseil. Or, dans cette hypothèse-là, sur un plan juridique et politique, le gouvernement ne peut pas faire autre chose que de décider, plus exactement, sur un plan juridique, il peut très bien s'abstenir et dire le traité est contraire à la Constitution, très bien, c'est fini, nous ne ratifions pas le traité. Ça a été fait en 1999 pour une convention du Conseil de l'Europe, une convention relative aux langues régionales et minoritaires. Cette convention a été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le président Chirac, qui avait saisi le Conseil, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réviser la Constitution et la France n'a jamais ratifié cette convention du Conseil de l'Europe sur les langues régionales et minoritaires. Mais vous comprenez bien que sur un plan politique, la France ne peut pas se permettre de ne pas adhérer aux traités successifs qui renforcent la construction de l'Union européenne. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois, sur un plan politique, la France a décidé de ratifier le traité et donc, préalablement, de réviser sa Constitution. Ce n'est jamais une obligation juridique, mais c'est un choix politique qui manifeste par là le fait que la France accepte souverainement de continuer son intégration dans l'Union européenne. Et ces révisions constitutionnelles successives, pour éviter qu'elles soient placées à des endroits très divers de la Constitution, on a tout simplement décidé de les réunir au sein d'un titre unique qui constitue aujourd'hui le titre 15 de la Constitution, dont je vous donne en réalité dans le plan la structure générale des 7 articles, dont le principal est le premier. C'est lui qui, sur un plan assez descriptif, nous dit que la France participe à l'Union européenne telle qu'elle a été consacrée notamment par le traité de Lisbonne. C'est l'article 88.1, dans la dernière rédaction, celle qui résulte de la révision constitutionnelle de 2007, qui a permis à la France, après déclaration
de contrariété du Conseil constitutionnel, eh bien, de ratifier ce fameux traité de Lisbonne. Ce fameux traité de Lisbonne. Donc voilà ce qui explique, ce sont les révisions constitutionnelles successives qui ont permis, en quelque sorte, d'écrire au sein de la Constitution ce titre qui, à chaque fois, en intégrant des éléments nouveaux, permet de rendre conforme la Constitution au traité, et donc de ratifier le traité. Alors, ça, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait intéressant, et ce processus, si vous voulez, d'inscription au cœur même de la Constitution, d'un titre 15, est complété par la constitutionnalisation de certains autres principes de l'Union européenne. Pour faire clair, de quoi s'agit-il? Les juridictions, et notamment le Conseil constitutionnel, se rendent bien compte que cette intégration de plus en plus poussée dans l'Union européenne ne laisse pas notre Constitution indemne. C'est la raison pour laquelle, par la voie de l'interprétation, ils vont faire en sorte que des principes communautaires, c'est-à-dire des principes européens de l'Union européenne, puissent être repris dans notre droit constitutionnel, afin d'en assurer le respect, non pas au titre du droit communautaire, parce que le Conseil constitutionnel s'est toujours refusé à appliquer directement le droit communautaire. En revanche, il accepte d'appliquer des normes communautaires travesties, en quelque sorte, déguisées en normes constitutionnelles. Je vous donne un exemple. Toute la construction communautaire sur le plan juridique est fondée sur un principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes, aujourd'hui Cour de justice de l'Union européenne, dans sa jurisprudence. C'est le principe de primauté du droit communautaire. En gros, le droit communautaire, quel qu'il soit, est supérieur et s'impose à tous les droits nationaux, quelle que soit la règle juridique, constitution, loi, règlement, etc. Bien. Et ça, c'est une jurisprudence constante de la Cour qui lui a permis, eh bien, de fonder l'ordre juridique communautaire, autonome mais intégré aux ordres juridiques nationaux. Bien. Eh bien, le Conseil constitutionnel, si vous voulez, ne reconnaît pas, ou plus exactement, il n'applique pas le droit communautaire. Il considère que ce n'est pas son rôle et que lui, il est un juge national. Mais néanmoins, il ne peut pas ignorer cette logique de primauté du droit communautaire. De la même façon, le Conseil d'État a agi de la sorte. C'est la raison pour laquelle ces juridictions ont en quelque sorte transformé, ou plus exactement, ont tiré de l'article 88-1 de la Constitution, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consacre l'appartenance de la France à l'Union européenne. Ils ont tiré de cet article plusieurs principes constitutionnels, qui sont les équivalents, sur le plan constitutionnel, des principes du droit communautaire européen. Par exemple, ils ont tiré de cet article 88-1 la primauté constitutionnelle du droit de l'Union européenne. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, la primauté des traités sur les lois, par exemple, qui est assurée non pas par le Conseil constitutionnel, mais par le juge administratif et par le juge judiciaire, Conseil d'État notamment, eh bien, elle va se faire, cette primauté des traités européens, c'est-à-dire cette primauté du droit européen, de l'Union européenne, sur les lois, elle va se faire au titre non pas de l'article 55, mais de l'article 88-1 de la Constitution, qui est en quelque sorte un article spécialisé pour le droit communautaire. Encore plus fort, le Conseil constitutionnel a tiré de l'article 88-1 un nouveau principe constitutionnel qui est l'obligation pour les pouvoirs publics de transposer les directives communautaires. C'est-à-dire de mettre en œuvre en droit national les directives communautaires qui sont des actes communautaires qui fixent un objectif à atteindre et qui laissent plus ou moins aux États
la manière d'y parvenir. Or, le droit communautaire consacre, bien sûr, en bonne place, l'obligation pour les États de transposer les directives communautaires. Mais c'est du droit communautaire. Eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en transformant cette obligation en droit constitutionnel, il pouvait ainsi participer, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, à vérifier si le Parlement, lorsqu'il adopte une loi de transposition, respecte la directive qu'il transpose, c'est-à-dire en fait respecte l'obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires. Sur un plan juridique, je conçois que c'est un peu compliqué à comprendre, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit en réalité d'adapter par voie jurisprudentielle certaines dispositions de notre ordre juridique aux exigences de l'Union européenne, exigences que nous avons acceptées par la ratification des traités, et que le Conseil constitutionnel va en quelque sorte vérifier en les transposant en du droit communautaire, en du droit constitutionnel, pardon. On va revenir sur ces éléments-là. Grand B, après l'européanisation du contenu de la Constitution, l'européanisation des compétences des pouvoirs publics, je crois que ceci est beaucoup plus facile à comprendre et je crois que cela sera sans doute un champ d'étude très intéressant pour vos futurs élèves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire par là, vous montrer, vous rappeler comment, en tant qu'institution de la République française, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, mais surtout les deux premiers, vont exercer leurs compétences à la fois en tant qu'acteur national, mais aussi en tant qu'acteur européen. Notamment, le président de la République et le gouvernement bénéficient de ce qu'on appelle un dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils exercent en une même personne un double pouvoir, parce qu'ils sont à la fois institutions nationales et qu'ils participent aux institutions de l'Union européenne. Ça va devenir extrêmement clair, vous allez voir. Tout d'abord, petit 1, le dédoublement fonctionnel de l'exécutif, qu'est-ce que je veux entendre par là? Le président de la République, tout le monde connaît ses compétences, le rôle fondamental qu'il joue, même si la Constitution ne le prévoit pas explicitement, dans la détermination de la politique nationale sur le plan européen et international et même, bien évidemment, interne. Au surplus, on rappellera que le président négocie et ratifie les traités au titre de l'article 52 de la Constitution. Eh bien, ce président, vous le savez tous, c'est non seulement le président de la République, mais il est, comme certains chefs d'État et tous les chefs de gouvernement des 27 États membres de l'Union, il est membre du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est une institution de l'Union européenne. Elle est composée, je viens de le dire, de certains chefs d'État. En réalité, je crois que le président français est le seul chef d'État, et de tous les chefs du gouvernement des 27 États membres. Et ce Conseil européen, conformément à l'article 15 du traité sur l'Union européenne, quelles sont ses compétences? Eh bien, il donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative. Autrement dit, ce Conseil européen, c'est une sorte de chef d'État polycéphale, collectif, qui définit en son sein les grandes orientations de la politique de l'Union européenne. Et vous savez combien ce Conseil européen a été important pour sauver la crise financière qui a frappé l'Union européenne et la crise monétaire également relative à l'euro. Eh bien, c'est au sein de cette institution européenne qui ressemble, c'est vrai, à une espèce de forum diplomatique, qui est un forum diplomatique, mais un forum diplomatique réservé aux exécutifs des 27 États membres. Eh bien, que le président de la République, lui, va effectivement faire entendre la voix de la France et essayer de décider un certain nombre d'éléments avec ses partenaires européens. Vous voyez, le dédoublement fonctionnel, président, chef de l'État et membre du Conseil européen.
Eh bien, vous avez, mutatis mutandis, la même chose pour tous les membres du gouvernement. Chaque ministre est non seulement ministre du gouvernement de la République avec ses propres attributions, mais il est aussi ipso facto, au titre de l'article 16, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne, membre du Conseil, ex-Conseil des ministres de l'Union européenne. Ce Conseil, ex-Conseil des ministres de l'Union européenne, réunit les représentants ministériels des 27 États de l'Union. Et ce Conseil, c'est l'un des deux dépositaires avec le Parlement européen du pouvoir législatif de l'Union européenne. Ce qui veut donc dire que les ministres, selon les formations qui se réunissent à Bruxelles, formation du Conseil des ministres de l'économie et des finances, le fameux Conseil ECOFIN, dont tout le monde a au moins entendu une fois parler, mais aussi le Conseil des affaires culturelles, le Conseil des ministres de la justice, le Conseil des ministres de l'éducation, etc., etc. Eh bien, quand il y a une réunion à Bruxelles, le ministre concerné part à Bruxelles et va négocier avec ses homologues européens au sein de ce Conseil. Autrement dit, il y a une continuité, vous le voyez, de l'action et surtout, il y a à la fois une logique ministérielle nationale, mais aussi une logique ministérielle européenne dans le cadre de ce Conseil qui participe directement au processus législatif d'adoption des règlements et des directives communautaires. Vous voyez que ça, c'est évidemment très important. Il participe donc à la décision, mais attention, une fois de retour à Paris, le ministre a aussi un autre travail. C'est qu'il doit veiller à l'application des normes communautaires qu'il a contribué à adopter à Bruxelles. Autrement dit, une fois rentré à Paris, le ministre va devoir veiller, en collaboration avec les administrations du Premier ministre, mais aussi avec des collègues autres qui sont concernés par tel ou tel acte communautaire, à ce que ces actes soit directement produisent leurs effets en droit interne, c'est les règlements, il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, pour transposer les directives communautaires, ça, il y a un gros travail à faire, puisqu'il faut préparer des lois, les faire adopter, préparer des décrets, les adopter, etc., etc. Donc il y a tout un processus de mise en œuvre des normes communautaires qui est assuré par les différents départements ministériels du gouvernement. À leur tête, évidemment, se place un ministre ou un secrétaire d'État. Avec certains ministères qui sont évidemment beaucoup plus en pointe en la matière, les ministères financiers et économiques, bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, compte tenu des compétences totalement générales de l'Union européenne, tous les ministres sont concernés, certains plus souvent que d'autres, mais tous les ministres sont concernés par la mise en œuvre des directives et des règlements communautaires tels qu'ils sont adoptés à Bruxelles. Je voudrais également vous noter simplement le rôle très important d'un organe administratif qui s'appelle le SGAE, le Secrétariat général des affaires européennes, le SGAE. Il faut impérativement citer cet organisme administratif de 200 personnes, 150, donc un petit organe administratif, mais qui est fondamental et qui est composé de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires très spécialisés. En effet, c'est sur lui que repose tout le travail interministériel des relations entre le gouvernement, les institutions européennes et notre ambassade à Bruxelles, qui s'appelle la représentation permanente de la France. Puisque vous savez que tous les États de l'Union, sur un mode très archaïque, en tout cas très traditionnel diplomatique, ont une représentation à Bruxelles auprès des institutions
de l'Union. Eh bien, ce SGAE va avoir un rôle en amont, qui est un rôle d'assurer que la position française, qu'une position française unique sur une question puisse être trouvée, alors qu'il y a plusieurs ministères qui sont partie prenante et qui tirent à la hue et à la dia. Et au besoin, il fait arrêter la position initiale par le Premier ministre, le chef du gouvernement, auprès duquel ce SGAE est affecté. C'est donc lui qui va veiller à ce que la France ne parle que d'une seule voix à Bruxelles. Et une fois que la position française est adoptée sur un sujet, il envoie les instructions à notre ambassadeur à Bruxelles pour que celui-ci puisse commencer la négociation, parce que c'est seulement si la négociation échoue ou si les problèmes sont trop importants pour être réglés au niveau des ambassadeurs, qu'à ce moment-là, les ministres interviennent dans le cadre du Conseil participant au processus législatif communautaire. Et puis, en sens inverse, le SGAE va planifier le travail interministériel de mise en œuvre de la transposition des directives communautaires. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Deuxième et dernier point, c'est l'accroissement en trompe-l'œil, cette fois-ci, des attributions du Parlement. On pourrait croire, en effet, en lisant l'article 88-1, 2, 3, 4, etc., que le Parlement français bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs. Si vous lisez, il peut voter des résolutions européennes, il peut s'opposer à l'adoption d'un projet d'acte européen qui méconnaîtrait la subsidiarité, c'est l'article 88-6. On se dit, ça a l'air très bien, le Parlement français est extrêmement important en la matière. Alors, pas du tout. Pas du tout. Depuis la participation de la France au processus communautaire, et au surplus, avec la logique de fonctionnement de la Ve République, le Parlement est sans aucun doute l'institution pauvre du processus communautaire. En effet, vous l'avez remarqué, au niveau communautaire, ce sont les gouvernements nationaux qui interviennent en matière de décision. Alors, la plupart du temps, les gouvernements européens sont des régimes parlementaires, sont de vrais régimes parlementaires. Ce qui veut donc dire que lorsqu'ils vont négocier à Bruxelles, je pense ici particulièrement au Royaume-Uni ou au Danemark, les ministres disposent d'une feuille de route strictement définie par la majorité parlementaire, et qu'il est absolument hors de question de ne méconnaître cette feuille de route, sinon, une fois de retour à Londres ou à Copenhague, ça va aller très très mal au sein de la majorité. Autrement dit, il y a, si vous voulez, une feuille de route précise, et surtout les exécutifs nationaux sont encadrés par leur Parlement. En France, compte tenu des caractéristiques de la Ve République, l'exécutif détermine seul la politique européenne et la politique internationale. Ce qui veut donc dire que le Parlement est au mieux tenu informé de ce qui se passe à Bruxelles. Il est tenu informé depuis 1979 par l'existence au sein de chaque assemblée de ce qu'on appelait à l'époque les délégations parlementaires pour l'Union européenne. Ce sont des groupes de parlementaires qui jouaient le rôle d'informateurs auprès de leurs collègues de ce qui se passait à Bruxelles et des décisions qui étaient prises. La révision de la Constitution a transformé ces délégations parlementaires en commissions parlementaires pour les affaires européennes, mais sans changer leurs compétences, qui demeurent des compétences d'information à la base. Depuis 1992, le Parlement, chaque assemblée, peut adopter des résolutions européennes, c'est-à-dire une résolution, c'est un texte qui n'est pas contraignant pour le gouvernement et par lequel une assemblée dit ce qu'elle pense d'un sujet. Et notamment, en matière européenne, c'est l'article 88-4 de la Constitution, les assemblées, chaque assemblée peut adopter des résolutions européennes sur un projet d'acte européen, sur un document européen disant « attention, cela met en cause telle politique nationale » ou bien « attention, cela pourrait avoir quelles conséquences », etc., etc. Donc cette résolution par laquelle une assemblée prend position sur un problème européen
c'est très bien, ça permet au Parlement de s'exprimer, mais ça n'a aucune portée contraignante pour le gouvernement. Le gouvernement simplement s'engage, c'est ce qu'on appelle la réserve parlementaire, il s'engage dans la pratique à ne pas décider à Bruxelles sur un sujet qu'examine le Parlement français. Mais une fois que l'examen a eu lieu, le gouvernement peut très bien ne tenir aucun compte de la résolution, si résolution il y a, bien sûr. Donc si vous voulez, le problème c'est, et ce n'est pas évidemment un problème qui ne concerne que la France, mais c'est un problème qui est accentué en France, cette relégation du Parlement par rapport aux affaires européennes, parce que tout simplement nous avons le mécanisme de primauté de l'exécutif de la Ve République qui vient se surajouter aux caractéristiques du processus décisionnel communautaire. Et c'est pour ça que s'il y a un pouvoir qui est encore plus valorisé à travers le processus communautaire, c'est le pouvoir exécutif. Et s'il y a un pouvoir qui est mal inséré dans le processus décisionnel européen, c'est bien le Parlement. Je vous remercie.